Bonjour à tous. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette table comment créer et développer une affaire en Floride. Alors, nous avons une table avec des experts de renom, des experts avec une compétence infinie. D'après tous les retours des différents viewers qui sont présents ce matin avec nous, mais également de la Chambre franco-américaine. Alors, justement, avant de faire un tour de table et de présenter chacun de vous, bonjour messieurs, dames, je souhaiterais donc m'adresser directement à Rachel Reynaud, la directrice de la Chambre franco-américaine de Floride. Rachel, bonjour. Ce que je voudrais connaître véritablement, c'est le rôle de la Chambre. Quel est-il ? Eh bien, il est multiple. Je dirais qu'il y a deux grands chapitres. Bien évidemment, la priorité, c'est d'animer notre réseau de membres des entreprises locales. Et nos experts en font partie. Donc, nos experts, quand je dis nos experts, ce sont nos experts que nous rencontrons aujourd'hui, les avocats, les real estate, les banques, les CPA, experts comptables, tout type d'entreprise visant à aider les entreprises à la relocalisation. D'animer le réseau local, c'est-à-dire de les mettre en relation, de leur apporter des leads, des événementiels, comme Miami Live, par exemple, aujourd'hui, est vraiment dédié à nos membres pour favoriser les échanges déjà localement, mais aussi sur un niveau international. Et bien évidemment, le lien avec la France est très important. Et nous aidons, donc le deuxième chapitre est dédié aux entreprises souhaitant se relocaliser sur la région de Floride. Nous les accompagnons de A à Z, donc un accompagnement rigoureux, et nous leur présentons tous les experts locaux. Nous avons d'ailleurs créé un catalogue des experts que nous remettrons à tous les participants de Miami Live. Et donc, vous aurez tous les contacts de nos experts dans tous les secteurs d'activité confondus, ainsi que de nos membres. Voilà. Alors, j'imagine que c'est dans cette direction que vous avez mis en place le Miami Live 2020. Oui, alors il y a véritablement la première motivation était d'apporter à mes membres, puisque nous avons 500 membres à la Chambre, ça représente à peu près 150 entreprises locales, qu'elles soient françaises ou américaines, puisque nous sommes une non-profit franco-américaine. Il est très important d'accueillir tout le monde dans notre réseau, dans notre écosystème local, puisque Miami, c'est quand même multiculturel. Donc, il faut qu'on puisse représenter cette multiculturalité en accueillant des entreprises latino-américaines, américaines et françaises. Combien d'entreprises vous avez accompagnées depuis la création de la Chambre ? Alors, on reçoit à peu près 60 entreprises par an à la relocalisation, mais après, ce sont des projets qui sont plus ou moins moyens, courts ou long terme. Donc, mais nous essayons d'orienter à peu près 60 entreprises par an. Donc, cette Miami Live est dédiée aux entreprises souhaitant se relocaliser afin qu'elles comprennent bien ce qui se passe en Miami, l'écosystème de Miami. Donc, le premier jour était dédié à la tech, le deuxième jour au secteur d'activité locaux qui prédominent, et le troisième jour est dédié à nos experts. Voilà. Et puis, donc, redorer le blason un peu de Miami, puisqu'en fait, aujourd'hui, Miami, ce n'est plus uniquement les retraités et le real estate, c'est bien plus, il se passe beaucoup de choses. Et donc, on voulait vraiment montrer un petit peu à tous les entrepreneurs dans le monde entier, de leur montrer que Miami, c'était l'avenir et qu'il y avait vraiment de quoi considérer cette destination pour conquérir les Amériques, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Amérique latine. Donc, très important. Et aussi permettre à nos experts de se présenter, puisque ce sont les meilleurs dans leur expertise, pour vous accueillir, chef d'entreprise à l'étranger, sur le territoire floridien. Et je sais que ce matin, nous sommes gâtés parce que nous avons une table avec des experts, comme vous dites, les meilleurs en fait. Nous en aurons d'autres tout au long de cette journée. Alors déjà, bravo Rachel Reynaud et l'ensemble de vos équipes, Christophe Poileux, le président de la Chambre, et tout le monde pour nous avoir, et tout le monde de la Chambre, d'avoir mis en place cet événement qui est juste extraordinaire. Et nous espérons pouvoir le revoir l'an prochain, ainsi que tous les autres événements de la Chambre. Oui, alors c'est la première édition et nous allons bien évidemment proposer une deuxième édition l'année prochaine, bien en amont, bien en avance,
Et peut-être si la conjoncture nous permet de faire moitié physique et moitié online. Et Jimmy, excusez-moi, votre son n'est pas très... Je vous entends pas très bien. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, Jimmy, votre son. Ah bon? Écoutez, je suis navré, je vais essayer de régler ça. Juste moi. Est-ce que Serge, vous tu m'entends bien, Jimmy? Tu m'entends, Jimmy? Moi, j'entends Jimmy. Ça fait un peu boîte de résonance, effectivement. Voilà. Lorsque je parle, ça fait boîte de résonance, mais bizarrement, j'ai à peu près la même difficulté lorsque je vous entends. Ça va mieux là. Ça va mieux, Jimmy. Ça va mieux, oui. Je te laisse la parole. Ça Excuse-moi. marche. Merci beaucoup. Merci Rachel Reynaud. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Chambre franco-américaine de Floride. Et maintenant, place donc autour de table avec nos différents experts. Alors ce matin, pour cette table, comment créer et développer votre entreprise en Floride, on commencera par Séverine Janes-Pittman. Alors vous êtes avocat. Je vous laisse le soin de vous présenter. Bonjour, oui, bonjour. Bonjour Jimmy. Bonjour à tous les autres speakers. Oui, effectivement, donc je suis avocate au barreau de Paris et également au barreau de Floride depuis maintenant plus longtemps. À Paris, j'ai exercé pendant quelques années et je fais essentiellement du contentieux du droit de la distribution. Je suis à Miami depuis maintenant 18 ans et je suis spécialisée de cabinet spécialisé dans le droit des affaires et plus spécifiquement dans le droit des acquisitions commerciales et dans le droit de la distribution. Parfait. Merci beaucoup, Maître Yanis Pittman. Nous avons l'équipe de direction de la NatBank. Bonjour à vous toutes les deux, mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer. Alors, mon nom, c'est Martine Boulay. Je suis la nouvelle présidente et chef de la direction de la NatBank en Floride. C'est tout récent, depuis septembre. Alors, bien content d'être avec vous tous ce matin. NatBank est une filiale à part entière de la Banque nationale du Canada. Donc, on a 3 succursales en Floride, une à Hollywood, donc Karen assure le leadership, une à Pompano Beach et une à Boynton Beach. Alors, tout comme la Banque nationale du Canada, alors bien sûr, les nouveaux arrivants sont un public cible qu'on apprécie beaucoup recevoir chez nous. Alors, ça me fait bien plaisir. Je laisse la parole à Karen. Tout à fait. Donc, bonjour, Karen François. Je suis, comme l'a mentionné Martine, directrice de la succursale à Hollywood, qui est la plus proche de Miami. On est vraiment là pour accueillir tous nos nouveaux investisseurs qui nous écoutent en ce moment. Et aujourd'hui, vous allez savoir comment NatBank peut être votre partenaire de choix. Donc, merci à tous. Gilles Danard, bonjour. Oui, bonjour. Merci à tous d'être présents. Merci à la Chambre de commerce. Et oui, donc je suis le directeur de l'agence Vano à Miami. Vano, c'est une société qui existe depuis 1972 en France, qui se développe à l'international. Donc, ça fait 45 ans qu'on suit nos clients pour tout ce qui est transactions immobilières. Et l'agence de Miami vous accueille pour vous aider à vous relocaliser, à installer votre entreprise et à vous aider dans tout le processus de relocalisation, d'expatriation pour que ça se passe bien. Et donc, on est ravis d'être là et de répondre à vos questions plus tard, après, durant le salon. Voilà. Merci Gilles. Nous avons également notre très cher Serge Massat, notre expert comptable. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Jimmy. Bonjour Rachel. Merci pour ce panel. C'est un super panel. Personnellement, je suis expert comptable français, expert comptable américain, installé depuis bientôt 40 ans aux États-Unis. La presse a pu dire que j'étais le pionnier de l'expertise comptable à la française aux États-Unis. J'aime bien dire ça parce que ce que je partage avec mes clients, c'est bientôt 40 ans d'expérience de tous mes autres clients. Et nous avons des bureaux en Amérique du Nord, puisque le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. New York, Montréal, Mexique et bien sûr Miami, là où je vis. Merci Jimmy, à vous. Merci Serge, on se retrouve dans un moment. Nous avons la chance d'avoir l'agence Journey avec Paul Monson. Bonjour. Bonjour à tous. Merci pour la chambre. Merci à Rachel. Donc, chez Journée, on est spécialisé pour l'écriture de business plans immigration, business plans commerciaux et business plans pour des investisseurs. Et on s'occupe aussi d'études de marché. On fait ça depuis 2013. Super, merci beaucoup Paul. Alors, Maître Denis, Florian Denis, vous êtes avocat d'immigration. Bonjour.
Oui, bonjour Jimmy, bonjour à tous, merci pour le panel. Effectivement, avocat spécialisé en immigration, je suis franco-américain, avocat au barreau de New York. On travaille sur tout le territoire américain, hein, le droit de l'immigration étant une matière fédérale. Et puis, je suis installé ici depuis une quinzaine d'années à peu près. Alors justement, Maître Denis, notre première question s'adresse directement à vous, car on le sait, la loi américaine, elle est très réglementée s'agissant d'immigration. Donc, qui sont les individus qui peuvent prétendre à un visa et donc pour quel type de visa peut-on postuler pour créer et développer un business aux États-Unis? Effectivement, merci. Oui, merci Jimmy. Alors, l'immigration, c'est vraiment très particulier, c'est très large. Il faudrait quasiment un 4e jour de conférence pour tout envisager, pour essayer de le réduire en quelques minutes. Quand on a l'intérêt effectivement de venir créer et développer une activité ici, il va falloir à un moment ou à un autre une autorisation de séjour et surtout une autorisation de travail. On distingue 2 grandes catégories. On va avoir les autorisations de séjour et de travail permanentes, qu'on appelle généralement les cartes vertes, et les autorisations de séjour et de travail temporaires. Quand on dit temporaire, ça peut être du temporaire de longue durée et renouvelable, mais dans l'esprit en soi, c'est du temporaire. Accéder à une carte verte dès le début, il y a des possibilités, c'est envisageable. On peut envisager les gros investissements, le programme EB5, investissement d'1,8 million réduit à 900 000 $ dans certaines situations. On peut envisager des gens qui sont extraordinaires, qui ont une réelle connaissance dans leur domaine, qui pourraient prétendre à une carte verte pour personnes aux capacités extraordinaires. Mais ce n'est pas ce qu'on retrouve généralement, ce n'est pas le moyen, le véhicule qu'utilisent les gens pour venir s'installer ici. Par ailleurs, ce sont généralement des procédures qui prennent beaucoup de temps. On parle de quelques années pour les EB5, les EB5. Et là, c'est une circonstance très, très conjoncturelle. Il y a une suspension à l'heure actuelle de certaines cartes vertes, l'émission de certaines cartes vertes de visa immigrants. Donc, à mon sens, et c'est généralement ce qu'on retrouve, on se tourne d'abord vers une autorisation de séjour et de travail temporaire. Pour faire simple, là également, pour essayer de résumer un petit peu, on en retrouve 4. Les visas temporaires sont des lettres de l'alphabet, on en retrouve 4. Certains sont plus ou moins adaptés. Dans la partie des un petit peu moins adaptés, on va avoir les visas O1 qui sont des visas temporaires pour personnes aux capacités extraordinaires. Il faut arriver à démontrer que vous avez atteint une reconnaissance nationale ou internationale dans votre domaine d'expertise. Un avantage ici, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire un gros investissement pour mettre en place l'activité. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir reçu cette reconnaissance. Autre visa de travail temporaire, c'est le visa H1B, mais celui-ci s'applique plus aux employés qu'aux entrepreneurs. Donc, généralement, on le met de côté, il est relativement peu utilisé. Et maintenant, on a 2 visas qui sont beaucoup plus utilisés. Le visa L1, qui est un visa de transfert. Le schéma étant celui-ci, on a des personnes, une activité professionnelle à l'étranger, une structure juridique à l'étranger, une structure juridique aux États-Unis, un lien juridique entre les 2 structures. Et quand ce schéma est en place, on peut envisager de transférer du personnel de la structure étrangère, française par exemple, vers les États-Unis. On peut transférer des exécutifs ou managers, donc des personnes dirigeantes, sous visa L1A. Un critère étant d'avoir travaillé au moins 1 an sur les 3 années précédant le transfert pour la société étrangère avant d'être transféré aux États-Unis. Assez intéressant. L'inconvénient ou le point un peu délicat, c'est que c'est possible et c'est intéressant dans des grosses structures. Des structures beaucoup plus restreintes, on va avoir du mal à convaincre. J'imagine par exemple un restaurant en France, on ouvre un restaurant aux États-Unis, on avait 2-3 personnes en France, on va avoir 2-3 personnes aux États-Unis. Le schéma est là. La difficulté, c'est que n'ayant pas assez de personnes aux États-Unis, les services d'immigration risquent de considérer que vous n'occupiez pas un poste de manager ou exec et donc de vous créer des soucis sur la délivrance du L1. Deuxième inconvénient, quand l'activité aux États-Unis est nouvelle, moins d'1 an d'existence, vous obtenez une autorisation de séjour et de travail de 12 mois uniquement. Ce qui peut être délicat, on peut l'obtenir pour le premier jet. Au moment du renouvellement, on risque d'avoir des soucis si vous n'avez pas eu le temps de mettre en place l'activité. Et donc, on se tourne très généralement vers la dernière solution et sur laquelle je vais rester peut-être un peu plus longtemps, visa E2, visa pour investisseurs. Très utilisé pour beaucoup de nationalités. Voici les critères. Encore une fois, c'est très succinct. Il faut voir si c'est applicable à chaque situation. Critère du E2, premièrement, il y a un critère de nationalité. Pour prétendre à un visa E2, il faut être d'un pays qui a signé un traité bilatéral entre les États-Unis et donc le pays en l'occurrence. La plupart des pays de l'Europe de l'Est en ont signé. Je pense en particulier à France, Belgique, Suisse, Allemagne, d'autres pays également, le Japon, le Canada. Certains, bizarrement, n'en ont pas. Le Portugal, par exemple, n'a pas de traité E2.
Donc, il faut être d'un pays qui a signé un traité. Il faut ensuite faire, un visa E2 investisseur, faire un investissement substantiel dans la société. Deux possibilités, soit partir de zéro et créer une activité ex nihilo, c'est-à-dire trouver un local, investir dans le local, mettre en place l'activité, des dépenses de marketing, être prêt à démarrer l'activité. Première solution. Deuxième solution, racheter une activité existante. Et je vous renverrai ensuite vers Gilles par rapport à ça. Racheter une activité existante, un fonds de commerce, soit les parts de la société ou le fonds de commerce, et là c'est plutôt Séverine qui vous dira quel est plus opportun, l'un ou l'autre, et grâce à cet investissement, ce véhicule, obtenir une autorisation de séjour pour venir contrôler et diriger votre investissement. C'est le critère légal, contrôle et direction. Avec la possibilité, alors il faut faire un investissement substantiel, il faut le dépenser, avec une possibilité de se protéger, de faire ce qu'on appelle un escrow closing, une signature d'achat sous compte séquestre, ce qui vous permet de protéger votre investissement. Peut-être que Séverine y reviendra également. Et l'idée derrière le E2, le visa E2, les services d'immigration ne vont pas vous le donner parce que vous êtes sympathique, ils vont vous le donner parce que vous venez aux États-Unis mettre en place une activité qui va avoir un réel impact sur le tissu économique local. Ce qui veut dire généralement deux choses. L'activité devra générer des revenus qui sont supérieurs à ce qui vous est nécessaire pour vivre. Et deuxièmement, l'activité devra préserver ou créer des emplois. Encore une fois, si l'idée c'est de créer un E2 pour créer son propre emploi, travailler, on va dire, travailler de la chambre d'amis à la maison, générer juste suffisamment de revenus pour pouvoir vivre aux États-Unis, c'est pas l'esprit du visa. C'est pas ce que veulent voir les services d'immigration. Ils veulent que votre arrivée soit intéressante pour le tissu économique local. Donc, et avantage, pardon Jimmy, oui. Allez-y. Avantage, j'allais juste terminer, un gros avantage du E2. Alors, premièrement, il y a une question de durée. Alors, là, du coup, c'est plus vraiment applicable pour les Français puisqu'on est passé de 5 ans à 25 mois. Il n'est pas exclu qu'on repasse à 5 ans à un moment ou à un autre. La plupart des pays, j'entends la Suisse, 4 ans, la Belgique, 5 ans, le Canada, encore 5 ans, ce sont des visas qui sont relativement longs et à l'heure actuelle renouvelables indéfiniment tant que l'activité perdure. Autre avantage en termes de procédure, là c'est un peu plus technique, mais en termes de procédure, on ne doit pas, contrairement aux autres visas, passer d'abord par les services d'immigration internes aux États-Unis pour avoir une approbation et ensuite aller au consulat américain pour obtenir un visa. On soumet les demandes directement au consulat. On gagne du temps, on gagne de l'argent. Et évidemment, sur ces visas-là, la plupart d'entre eux, en l'occurrence le L et le E, on peut faire venir la famille avec soi, époux et époux, enfants de moins de 21 ans et non mariés. Et dans le cas des L1 et des E2, les époux ou épouses accompagnants peuvent obtenir un permis de travail pour travailler aux États-Unis. Eh bien, merci beaucoup de toutes ces précisions. Je rappelle à tous nos viewers ce matin qu'ils auront l'opportunité de vous poser des questions beaucoup plus précises et liées avec leur considération personnelle. Cela dit, la question que vous avez commencé à répondre, vous avez commencé à nous donner des éléments de réponse d'ailleurs. Est-ce qu'un visa de création d'entreprise est toujours accepté finalement par… si on amène un investissement, si on a quand même une grosse somme à investir, est-ce que systématiquement c'est accepté par l'immigration, les services de l'immigration américaine? Alors, bonne question. Effectivement, chaque situation est différente. Et de toute façon, il va falloir passer à un moment ou à un autre devant les instances d'immigration et avoir une analyse du dossier. Après, il n'y a pas de montant minimum à investir, légalement, il n'y a pas de montant minimum, mais moins le montant investi va être important, plus il y a de risques que les services d'immigration remettent en cause la viabilité du projet. Et c'est vrai que moi et d'autres également, confrères et consoeurs, on a tendance à mettre un petit peu cette barrière psychologique à $100 000. On aime bien passer au-dessus. Enfin, techniquement, je ne ferais pas bien passer au-dessus de $400 000, mais essayons de passer au-dessus des $100 000. On peut faire des dossiers en dessous, on en a beaucoup qui ont réussi. Je pense en particulier dans le service, dans le marketing, on n'a pas besoin d'investir beaucoup. Mais à ce moment-là, si on a un petit investissement, il va falloir s'assurer d'avoir d'autres éléments à côté pour rassurer les services d'immigration et les convaincre de la viabilité du projet. C'est vraiment ça qu'ils vont regarder. Et l'investissement est un des éléments. Merci, Maître Florian Denis. Gilles Danard du groupe Vano, vous êtes dans l'immobilier. Alors, pourquoi l'agent immobilier va intervenir lors de la création d'une entreprise? Dites-nous. On ne vous entend pas, Gilles. Sur mute. Oui, je disais, l'agent immobilier est très important dans tout le processus d'immigration parce que quand on vient s'installer dans un nouveau pays, on va avoir besoin de se loger. Donc déjà, il va aider ses clients à trouver un logement, que ce soit une location, une acquisition de résidence.
Alors, pourquoi il intervient dans le processus d'immigration? C'est parce que, comme l'a dit Florian tout à l'heure, quand on vient avec un visa, notamment les visas d'investisseurs, mais les autres aussi, on a besoin de trouver des bureaux. Donc, on peut aider nos clients à trouver des locaux commerciaux, des entrepôts. Et aussi, dans le cadre du visa E2 ou du B5, je pense aussi, on peut aussi acquérir un fonds de commerce. Et donc, les agents immobiliers de Floride sont aptes à vendre et à trouver des fonds de commerce pour leurs clients. Donc, c'est parfois plus facile, si on n'a pas un projet clé en main, c'est parfois plus facile d'acheter un business existant. Et ça peut peut-être aussi montrer, si le business fonctionne bien, ça peut être aussi aider au niveau de l'immigration pour montrer que, notamment dans le business plan que prépare Paul, que le business est déjà existant et qui produit de la richesse pour l'économie locale. Et donc, ça sera peut-être plus facile pour obtenir son visa à ce niveau-là. Donc, l'agent immobilier intervient sur tous ces niveaux-là. Alors, justement, quel est votre rôle précisément? Le rôle de l'agent immobilier si la création d'entreprise s'inscrit dans le cadre d'un visa pour émigrer aux États-Unis? Alors déjà, quand la personne vient nous contacter pour la création d'un visa E2, on leur partage déjà beaucoup notre expérience et on travaille avec tous les partenaires qui vont intervenir dans la demande du visa, notamment l'avocat d'immigration. Pourquoi? Parce qu'on va s'assurer que le business va remplir les conditions ou remplir les désirata de l'immigration. C'est-à-dire que, par exemple, si une personne vient s'installer, si elle n'a pas de bureau, ça va peut-être moins être intéressant pour l'immigration de la sponsoriser. Il va peut-être falloir quand même trouver des bureaux, parce que travailler chez soi, ce n'est pas enrichir l'économie locale. Maintenant, si c'est pour acquérir un business, là, on va demander aux personnes dans quel type de business ils ont de l'expérience, des formations, et on va leur proposer plusieurs types de business. Ça peut être de la restauration, ça peut être des entreprises de services. Et en fonction de ça, on va vérifier avec l'avocat d'immigration si ce business va remplir les conditions d'un visa. Voilà. Très bien, merci beaucoup Gilles Danard. Je rappelle que vous appartenez au groupe Vano. Question maintenant à vous, Paul Johnson, pour l'entreprise Journey Business Plan. Alors Paul, vous êtes un expert justement dans la construction des business plans. On sait qu'en France, c'est primordial. Chaque fois qu'un entrepreneur va voir une banque, c'est limite la pièce d'identité de l'entrepreneur. Alors, est-ce que ce prérequis aux États-Unis, il est le même qu'en France? Est-ce que le business plan est la base de toute création d'entreprise? Dites-nous. Évidemment. Et je dirais que c'est même un document qui devrait être fait pour tous les entrepreneurs dans le monde, entre guillemets. Évidemment, en France, je vais juste faire une précision. En France, on a tendance à mentionner le business plan comme juste des projections financières. Un vrai business plan pour le reste du monde, c'est vraiment une partie écrite et une partie financière. C'est un document qui devrait être fait par tous les entrepreneurs quand ils commencent leur société. Pourquoi? Parce que c'est un exercice qui va leur permettre de comprendre ce qui va se passer dans le futur. C'est une sorte de, comme on dit aux États-Unis, une roadmap. C'est vraiment un plan stratégique, aussi bien comprendre comment vendre, quel type de produit vous allez vendre, quel prix vous allez effectuer. Donc, une fois, c'est commencer avant une activité à écrire son business plan et le suivre. Regarder après 3 mois, 6 mois, 1 an, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai bien suivi mes projections? Est-ce que j'ai bien stratégisé mes prix, mon marketing? Est-ce que j'ai bien compris ma clientèle? Donc, toutes ces questions sur un cheminement de création d'entreprise et après de développement, c'est des questions qu'on doit toujours se continuer à se poser. Puisque généralement, ceux qui n'ont pas de business plan, après 1 an, après 2 ans, malheureusement, les problèmes surgissent et il y a plus de stratégie après. Pour moi, le business plan, c'est vraiment, ça devrait être fait pour tout le monde, pour tous les entrepreneurs. Et justement, le business plan, c'est le résultat d'une étude de marché. Alors, selon vous, Paul, quel est le point
le plus important que les investisseurs étrangers ou entrepreneurs d'ailleurs doivent prendre en compte lors de cette étude de marché sur la base de l'État américain, j'entends. L'étude de marché, c'est le point zéro pour faire le business plan. Le point numéro 1, c'est vraiment comprendre le marché. C'est le but de l'étude de marché. Surtout quand vous venez dans un pays étranger, comprendre votre compétition, les prix qu'ils effectuent, comment vous allez vendre vos produits, ou évidemment sur les produits ou services que vous allez vendre, il y a une sorte de cible que vous voulez identifier. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre ça avant. J'ai eu énormément de clients par le passé, ils ont juste ouvert leur boîte sans se poser ces questions, sans comprendre leur marché. Encore une fois, la compétition, il y en a toujours, qu'elle soit directe ou indirecte, il faut la comprendre. Très bien, merci beaucoup Paul. Je rappelle que pour plus de précision, tous nos viewers peuvent vous contacter directement via votre stand digital après cette table. Alors, je me tourne maintenant vers la banque parce qu'on parle de business plan, on parle de tout. Donc, je me tourne vers Martine et Karen. Alors, je suis le parfait inconnu. Hein. Personne ne me connaît. J'arrive aux États-Unis. J'ai obtenu un visa de prospection. Je veux créer mon entreprise, mais je n'ai pas le financement. Comment, sans historique de crédit américain, votre établissement NetBank peut être ma banque et donc un partenaire de choix? Donc, bonjour à tous et merci Jimmy pour ta question. Donc, NetBank est le partenaire de choix en ce sens où très rarement sont des banques américaines qui vont pouvoir offrir du financement aux étrangers. Donc, nous sommes une filiale de la Banque nationale au Canada. Banque nationale existe aussi en France. Donc, il y a possibilité que nous puissions vous offrir du financement sans détenir du crédit aux États-Unis en se basant sur vos rapports d'impôts de votre pays d'origine quand on parle de la France ou on parle du Canada. Donc, il est très important de vous dire que puisque vous n'avez pas encore obtenu de crédit aux États-Unis, une lettre de référence de votre banque de résidence va être exigée au moment que vous allez venir nous rencontrer, qui va démontrer quel est votre historique dans le pays étranger sur le financement. On peut aussi se baser sur vos rapports d'impôts et aller jusqu'à 50% de financement pour une propriété ou le bâtiment que vous voulez financer ici. D'autant plus, NetBank offre un forfait pour tous nouveaux arrivants. Donc, en tant que nouveaux investisseurs, dites-vous que la banque va vous donner 2 années d'exemption de frais bancaires. Donc, vous allez pouvoir faire des transactions illimitées. Vous allez avoir une carte de guichet, une carte de crédit. Nous allons aussi vous allouer un conseiller qui va être 100% votre point de contact s'il y a quoi que ce soit ou des questions. Et aussi, ce qu'on aime faire à la NetBank, c'est éduquer nos clients, les accompagner sur quelle est la différence entre le financement, le marché bancaire américain, contrairement à votre pays d'origine. Donc, on est vraiment là à donner des conférences, à vous aider, à vous éduquer sur la façon dont utiliser votre compte bancaire et surtout, on est là pour vous guider vers les bons intervenants aussi dans vos projets. Absolument. Puis dans le fond, bonifier ce que Karen mentionnait, on offre le service en français, en espagnol, en anglais. Je disais en introduction qu'on a 3 succursales, mais quand on parle également de numérique et d'accès au guichet bancaire. Donc, on a un vaste réseau aux États-Unis de guichets automatiques où nos cartes clients sont accessibles. Et on a également des applications mobiles, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, parce que oui, on vient pour notre entreprise, mais on vient aussi comme consommateur particulier. Donc, tout ce que Karen mentionne est également disponible pour les comptes particuliers. Bon, super, merci beaucoup. Donc, Karen. Comment, pardon? Juste de ne pas oublier d'aller sur notre site www.natbank.com. Vous allez avoir toute
informations disponibles aussi sur notre site. Alors, j'ai quand même une autre question pour vous, Martine et Karen. Donc, je précise que vous représentez le board de la banque NatBank. Est-ce que vous pouvez nous préciser c'est quoi le principe des historiques de crédit américains? Oui. En fait, je t'invite à bonifier, Karen, au besoin. Basiquement, c'est qu'il y a des agences de crédit qui existent et qui détiennent un historique de nos habitudes comme consommateurs. Donc, habitudes de paiement. Est-ce qu'on paye le solde minimum ou le complet de notre carte de crédit à chaque mois? Est-ce que quand on fait des chèques, on a les fonds nécessaires pour qu'ils soient encaissés? Donc, c'est un historique d'habitudes de paiement et d'habitudes de consommation qui est calculé, en fait. Et ça génère ce qu'on appelle un score, un Bacon Score, qui fait en sorte qu'on est catégorisé comme consommateur. Et c'est ce qui définit est-ce qu'on a un bon crédit ou un moins bon crédit et qui définit souvent si on est accepté pour un financement ou pas et qui définit également le taux d'intérêt qu'on paye. Et cet historique de crédit-là aux États-Unis se bâtit à partir du moment où on a ce qu'ils appellent un Social Security Number. Et pour le vivre depuis quelques semaines, tant qu'on n'a pas ça, c'est assez compliqué de pouvoir avoir du financement. Mais une fois qu'on a ça, en fait, ça leur donne accès à vérifier notre bureau de crédit et notre historique de crédit, et à ce moment-là, d'avoir accès, dans le fond, à tous les services financiers qu'on a besoin. Très bien. Tout à fait, c'est exactement ça. Et ce qui est très, très, très important pour les nouveaux arrivants, c'est que lorsque vous avez obtenu un crédit ou même une carte de crédit pour commencer, au moment où vous obtenez votre numéro d'assurance sociale ou votre IT number des États-Unis, il est très important de le mettre à jour auprès de tous les créanciers avec qui vous faites affaire pour bâtir votre crédit. Donc, nous, NatBank, on est là aussi pour vous rappeler de cela. Donc, on va vous faire un financement basé sur le pays d'origine où vous êtes, mais dès que vous avez votre numéro d'assurance sociale, on va vous demander de nous informer aussi, d'informer tous les autres créanciers. Et le pointage que Martine parlait plus tôt, il est très important aussi de savoir qu'il se rend jusqu'à 850 le Beacon Score, ce pointage de crédit. Donc, quelqu'un qui détient entre 700 et 850, il est considéré comme un excellent client, un excellent consommateur, et vous allez bénéficier de plusieurs crédits ou de taux d'intérêt avantageux. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Maître Stéphane Janes-Pitman. Alors, dites-nous, Maître, quelles sont les différentes structures d'investissement disponibles aux États-Unis et quel est le capital nécessaire en fonction de chacune de ces structures? Alors, on ne vous entend pas, Maître, en fait. Je pense que vous avez coupé votre son. Bonjour à tous, je reprends. Il y a plusieurs structures d'investissement, mais il y en a essentiellement deux qui sont majeures, qui sont la LIC et la corporation. Et finalement, la LIC, elle s'apparente à une société à responsabilité limitée, et je dirais que la corporation, c'est un genre de société anonyme en beaucoup plus simple. Alors, d'abord, pourquoi on va créer des entités juridiques? C'est la première question que les clients en général nous posent. C'est parce qu'elle va protéger la personne qui décide de racheter un fonds de commerce pour une société. Il vaut mieux qu'elle n'achète pas en son nom propre, parce que sinon, sa responsabilité personnelle va être engagée de façon illimitée. C'est la raison pour laquelle on conseille toujours à nos clients de créer une structure d'investissement. Maintenant, LIC ou corporation, ça dépend vraiment de la situation de la personne, mais elles ont un point commun. Créer une LIC ou une corporation, pour répondre à votre question, c'est assez simple. Il n'y a pas de capital social, donc aucun capital à apporter. Ensuite, il n'y a pas forcément un minimum d'actionnaires ou de membres. Donc, ça peut être une société à fonctionnement. Donc, c'est relativement facile, dans le sens où qu'est-ce qu'on crée une société, finalement, on va enregistrer un acte d'immatriculation. Pour bien comprendre, l'acte d'immatriculation n'a rien à voir avec l'extrait cabis. C'est un acte d'immatriculation
c'est quand même beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on ne sait pas grand-chose sur la société, outre son nom, son domicile et qui est gérant. On ne va pas avoir de renseignements sur des actionnaires. Ça, c'est un point important. Ce qui est plus conséquent, c'est que même si on n'a pas l'obligation d'avoir des statuts, qui est assez aberrant, pour moi, pour tout Français, de toute façon, moi j'ai été créé en France, donc j'ai eu un peu de mal à comprendre comment vous pouvez créer une société sans statut, mais ce n'est pas obligatoire. Ceci étant, c'est recommandé, et c'est là où il faut effectivement travailler un peu plus. Maintenant, pourquoi une ASC ou une corporation? Il y a vraiment deux raisons. Bon, il y a des raisons à la carte, évidemment, mais il y a une position qui est différente. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça, c'est la partie de notre expert comptable Serge Massa, mais il y en a une qui est transparente fiscalement, la LLC, c'est-à-dire que finalement, la taxation va se faire au niveau des associés, et la corporation, elle, qui va être taxée, c'est la société qui va faire sa déclaration fiscale, si vous voulez. Donc, c'est très différent. Je ne vais pas rentrer dans les détails des taux, parce que, encore une fois, c'est la partie de Serge. Mais il y en a, la LLC va être taxée à un barème progressif. L'autre, la corporation, va avoir une taxation fixe de 21%. Et ensuite, dans la distribution des dividendes, il va y avoir une autre taxation. Ça, c'est une première différence. La deuxième différence, c'est le management. Dans la LLC, on a un management qui est beaucoup plus souple que dans une corporation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez besoin d'un manager, si vous voulez un manager qui va gérer le quotidien, ou alors tout le monde peut décider de gérer la société. Il n'y a pas besoin d'avoir d'assemblée générale, même si on préfère quand même en avoir au moins quelqu'un. Donc, c'est vraiment très, très simple. Et en plus, on peut déroger au Florida Statute si on a des statuts. C'est-à-dire que si on décide de finalement répartir les pertes et profits d'une façon qui ne soit pas proportionnelle à nos apports, eh bien, on peut le faire. Dans une corporation, c'est un peu plus rigide. C'est-à-dire que déjà, on doit avoir au moins une assemblée générale. Et on doit tout documenter. Ça, c'est très important. Donc, c'est une grosse différence par rapport à la LLC en termes de coût et en termes de travail. C'est aussi plus rigoureux. Il faut quand même le prendre en compte. L'autre différence, c'est qu'il va y avoir un petit peu comme en France, un conseil d'administration, donc des boards. Si vous voulez, les actionnaires vont élire des directeurs et les directeurs vont élire des officiers, un petit peu à la française. Donc, c'est un peu plus conséquent. Voilà. Après, LLC ou corporation, ça dépend. Dans le droit immobilier, c'est plutôt des LLC. Maintenant, si on veut acheter une affaire commerciale, on n'a pas forcément besoin d'une corporation, on peut créer une LLC. Maintenant, si l'actionnaire est une société étrangère et qu'on va créer une filiale pour acheter finalement ce fonds de commerce de société, on ne va pas être très fan de la transparence fiscale. On ne va pas vraiment créer des LLC. Tout ça pour dire, ça dépend vraiment de la situation de chacun. Mais qu'il faut absolument créer une entité juridique quand on veut faire un investissement de manière générale aux États-Unis. Entendu, maître. Alors, finalement, quelles sont les principales étapes lors de l'acquisition d'un fonds de commerce ou d'une société? Alors, il y en a trois. Il y en a essentiellement trois. Il y a un compromis de vente, l'audit juridique et le closing. Et les trois sont importants. Le closing, c'est un nom un peu barbare, quand on n'est pas forcément, on ne parle pas très bien anglais. C'est le transfert de titre. Il faut bien comprendre. Donc, la première étape, le compromis de vente. Qu'est-ce que c'est? C'est finalement le contrat dans lequel les parties vont reprendre des points clés qu'elles ont négociés préalablement. Qu'est-ce que c'est les points clés? C'est tout d'abord, qu'est-ce qu'on achète? Bien qu'on se comprenne bien. Est-ce qu'on reprend un fonds de commerce? Est-ce qu'on reprend une société? C'est pas mal. Si on reprend un fonds de commerce, c'est simplement des actifs. Si on reprend une société, l'actif est passif. Et si on ne reprend que des actifs, quels sont les actifs qu'on reprend? Donc là, ça doit être vraiment défini dans le contrat. Ensuite, bien entendu, vous avez le prix. Bon, mais on paye en combien d'échéances? Et quand est-ce qu'on paye? Quelle est la date finalement de transfert de titre? Et bien avant ça, puisqu'on parle du calendrier, qui doit être précisé, quand est-ce qu'on va mener cette audit juridique? Le temps elle va durer. Et ça, c'est un point très important. C'est pour ça que je vais vous passer 2 minutes. C'est cette audit juridique, à mon avis, c'est la deuxième phase qui est très importante. Elle démarre à partir du moment, non pas où vous avez signé le compromis de vente, mais en général, au dos de ce compromis de vente, vous avez une annexe, qui est finalement la liste des documents
que l'on demande pour mener la deuxième phase, l'audit juridique. Et c'est à partir du moment où on reçoit tous ces documents que va démarrer finalement cette audit juridique. Et il faut qu'elle dure un certain temps. On ne va pas le faire en 10 jours. Moi, je prends tout à fait, si j'ai une audit juridique de 10 jours, non. Il faut un minimum de 3 semaines pour faire un travail sérieux. Donc, ça, c'est des points très importants. Et à la signature de ce procès-exemple, il va y avoir un dépôt de garantie qui va être déposé sur le compte séquestre de l'avocat. Donc, ça, c'est important. Et on arrive donc à la deuxième phase. On a reçu tous les documents. On démarre l'audit juridique. Et cette phase-là, c'est évidemment, on n'apprend rien, la phase la plus importante, parce qu'on va regarder un peu qu'est-ce qu'on achète finalement. Et on va regarder effectivement quels sont les actifs qui sont là, dans quelles conditions. On va regarder l'inventaire, on va regarder des licences, des permis, est-ce qu'ils sont valides, est-ce qu'il y a eu un coût, c'est plus difficile pour une fonction plus valide, les renouveler ou même les transmettre. C'est important de regarder tout ça. On va regarder parmi les actifs, est-ce qu'il y a un bail, est-ce qu'il y a de l'immobilier, est-ce que c'est transmissible, dans quelles conditions. Ça, c'est très important, mais il y a aussi une autre étape d'analyse des actifs, et de regarder finalement, est-ce qu'il y a des dettes. Et qu'on achète un fonds de commerce ou qu'on achète une société. Les gens me disent souvent, mais finalement, j'achète un fonds de commerce, donc je n'ai pas passif. Il y a quand même plus passif parce que vous avez, par exemple, des actions de revalidation de revenus de l'ACRF, ils ne vont pas présenter. Même si vous changez d'acquéreur, finalement, les dettes, dans ce domaine-là, en tout cas, vont suivre le business. C'est important de toute façon les analyser que vous rachetez d'actifs ou actifs et passifs. Donc ça, c'est un point, c'est pour ça que c'est non, la diligence, parce qu'il faut faire cette recherche d'analyse de dette. Qui sont les créanciers? Est-ce qu'il y a des nantissements? Même si vous avez racheté que demain un créancier vient et saisit tous vos actifs, parce qu'il y a un jugement, vous n'avez plus rien. Donc c'est important. Et enfin, est-ce qu'il y a des procès en cours? C'est important. Et la dernière phase, et je vais être rapide, c'est en général, c'est là où ça se passe bien, c'est la phase de transmission de titres de closing, où finalement, on transfère les baux et on s'arrange pour que ça se passe le mieux, puisque la diligence est. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Janice Pickman. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps, donc je me tourne directement vers Serge Massat, notre expert comptable. Comment sont imposées les sociétés en fonction de leur forme juridique, la forme juridique choisie? Oui, bonjour à nouveau tout le monde. Écoutez, je crois que Séverine a bien expliqué les différents types de sociétés. Il y a principalement 2 types. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça ne crache pas trop? Parfaitement, parfaitement. OK. Il y a principalement 2 types de sociétés qui s'appliquent à vous, investisseurs aux États-Unis, la LLC et la C-Corp. Donc, une C-Corp est comparable à… D'abord, je dois préciser une chose. Avant d'entrer dans le détail de la fiscalité, je dois préciser qu'on ne crée pas une société aux États-Unis, mais qu'on crée une société dans un État des États-Unis. Et quand on sait ça, ça n'implique pas que votre société existera partout aux États-Unis si vous avez plusieurs établissements stables aux États-Unis. Si vous créez votre société dans le Delaware et que vous opérez à New York, en Californie, vous devrez aussi ouvrir une succursale dans ces États-là. Et ayant dit cela, je retourne à la fiscalité. Donc, pour une C-Corp soumise à l'impôt société, la première imposition est une imposition fédérale. Toutes les sociétés, où qu'elles soient dans Delaware, en Californie, en Floride ou ailleurs, sont imposées au même taux qui est de 21%. 21% des profits partent pour le gouvernement fédéral. Ensuite, nous avons une imposition locale. Je parle toujours des C-Corp, sociétés soumises à l'impôt société. Vous avez une imposition locale. Prenons l'exemple d'une société qui est basée à New York City, à Manhattan. Elle aura non seulement l'impôt de l'État de New York, mais également l'impôt de la ville de New York, ce qui fait qu'on a une imposition à 3 niveaux. Impôt de l'État de New York, impôt de la ville de New York, parlons globalement de 17-18% cumulés. Si cette même société est basée à Miami, en Floride, ou à Miami Beach, où il fait beau, il y a les palmiers, il y a la plage et les eaux turquoises, eh bien, à ce moment-là, l'imposition est moindre. Parce qu'il y a 2 taux d'imposition en Floride. Le premier taux d'imposition pour les C-Corp, encore une fois, société soumise à l'IS, le premier taux d'imposition est de 0%. C'est formidable. Jusqu'à $50 000, on ne paie pas d'impôt. À partir du premier dollar au-delà de $50 000, il y a un taux d'imposition qui est de 5,5%. Donc voilà, c'est pour vous situer, pour vous expliquer un petit peu que selon les États, l'imposition n'est pas la même pour les C-Corp. On passe aux LLC. Les LLC, le régime de base des LLC, c'est qu'elles sont à transparence fiscale. Ça veut dire qu'elles ne paient pas d'impôt, absolument pas d'impôt.
ni impôt fédéral, ni impôt local, ni impôt étatique. Ce sont les associés qui paient l'impôt à leur niveau. Les associés peuvent être des personnes morales ou des personnes physiques, des personnes morales américaines ou des personnes morales étrangères, des personnes physiques américaines ou des personnes physiques étrangères. Eux devront payer l'impôt sur leur part de profit, comme l'a dit Séverine tout à l'heure, la répartition du profit ou des pertes, parce que des fois il y a des pertes, pas souvent avec mes clients parce que je les conseille bien, mais le profit ne sont pas forcément répartis de la même façon que le capital est réparti. Voilà, in a nutshell, de façon synthétique, comment sont imposées les sociétés aux États-Unis. Si vous avez d'autres questions, maître Jimmy. Bien sûr. Merci beaucoup, Serge. Alors, les impôts aux États-Unis, est-ce qu'ils sont plus avantageux finalement qu'en France? Ah oui, là, on me pose souvent la question. Oui, parce qu'en fait, on a l'impression et en fonction du territoire. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlera du Delaware, mais très clairement, en Floride, par exemple, est-ce qu'on peut considérer que l'impôt est beaucoup plus avantageux qu'en France? Alors, pour répondre directement à la question, on parle d'impôt direct, impôt sur les profits. Oui, c'est plus avantageux qu'en France, puisque je vous l'ai dit, en Floride, jusqu'à 50 000 $, 21% de sociétés soumises à l'IS, 21% sur la totalité des profits, plus impôt de l'État de Floride à partir du premier dollar au-delà de 50 000 $. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, ce que les Français oublient, et certainement d'autres étrangers, puisqu'on a peut-être une audience latine, une audience canadienne, c'est fort possible, c'est la complexité des impôts aux États-Unis. Parce que parler d'impôt société, c'est facile. Ça, je vous en ai parlé. En 5 minutes, j'ai bâclé le tout. Par contre, après, vous avez d'autres niveaux d'imposition. Vous avez les sales tax. Alors, il n'y a pas sous ces taxes complexes du Québec, la taxe du Québec, la taxe du gouvernement fédéral canadien. Il y a la sales tax, qui est une taxe, en France, on dirait la TVA, sauf que ce n'est pas une taxe sur la valeur ajoutée, c'est une taxe qui s'applique au consommateur final. Le consommateur final va payer la taxe sur ce qu'il achète. Et si le consommateur final est une entreprise, elle va payer la taxe et elle la récupérera pas en aval, parce que c'est une charge pour l'entreprise. À ce niveau-là, c'est pas tellement le point de départ de la vente qui compte. Avec l'e-commerce, c'est très important de prendre ça en considération, mais c'est le point d'arrivée de la vente. C'est-à-dire, si vous livrez, vous êtes entreprise de Floride, et vous livrez votre ordinateur à votre client à New York et vous avez un établissement stable dans l'État de New York, c'est le taux de taxe de l'État de New York, du comté de l'État de New York où se trouve la succursale de la filiale, la structure de votre client. C'est très complexe, il y a peut-être plus de 50 000 taux de sales tax différents aux États-Unis et il y a beaucoup de ventes qui se font en franchise de taxes, interstate commerce, sous certaines conditions et ça change tous les jours. Voilà, personnellement, je viendrai vous voir parce que j'ai besoin d'informations à ce niveau et j'invite tous les viewers qui nous suivent et qui sont intéressés à avoir toutes ces précisions à vous contacter chacun d'entre vous sur vos stands digitaux respectifs juste après cette table. Merci beaucoup. Alors, en 1 minute chacun, je vous pose une question et vous essayez d'y répondre, s'il vous plaît, en maintenant ce timing. Alors, Maître Denis, pour ceux qui nous suivent finalement et qui ont le projet de créer une activité commerciale, alors avant de se lancer, peuvent-ils venir faire un tour d'horizon afin de prospecter? Et si oui, ont-ils besoin d'une autorisation particulière? En 1 minute. Oui, ils peuvent venir. Non seulement ils peuvent, mais ils doivent, parce qu'il faut être ici pour prospecter. Et non seulement, comme je l'expliquais tout à l'heure, il faut prospecter, mais il faut mettre en place l'activité. On ne peut pas juste arriver au consulat en demandant un visa, en disant voilà, j'ai un projet, donnez-moi un visa pour aller travailler. Non, il faut mettre en place l'activité. 2 moyens de le faire. Il y a un visa très spécifique de prospection qui est le visa B1, qui n'est pas forcément toujours recommandé. Il est peut-être possible pour certains pays qui peuvent en bénéficier, qui peuvent bénéficier du programme de dispense de visa, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller aux États-Unis sans visa en utilisant l'ESTA, c'est un petit formulaire à remplir l'ESTA. L'idée est peut-être d'utiliser le programme de dispense de visa, la partie business, on peut venir en tant que visiteur temporaire pour raison business, pour prospecter. Prospecter, ça veut dire prospecter, faire le tour, voir ce qu'on peut trouver, trouver un business à racheter le business, trouver des locaux, tout mettre en place. L'activité en elle-même aurait même le droit de commencer à condition que la personne qui est aux États-Unis n'ait pas de fonction opérationnelle dans la société. Ce qui est interdit, c'est pas que l'activité commence, c'est que la personne soit sous sa business, soit sous visa, travaille. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, maître. Gilles Danard du groupe Vano. Alors, quels sont les critères essentiels à l'heure de choisir un agent immobilier? En 1 minute, si possible, s'il vous plaît. Oui, je dirais ici, les agents immobiliers partagent tous leur mandat, donc ça ne sert à rien d'aller voir plusieurs agents immobiliers. Ils ont tous accès au même mandat.
Donc, je pense que c'est très intéressant de prendre un agent immobilier qui a de l'expérience, avec qui on a confiance. Donc, on le voit assez vite, qui a un bon réseau de partenaires, parce que comme je le disais plus tôt, il va partager, il va travailler avec tous les partenaires au niveau de l'immigration, au niveau de l'installation. Donc, il faut prendre quelqu'un qui a de l'expérience, de la connaissance, un bon réseau. Et si possible, s'il est broker, ça veut dire qu'il a déjà de l'expérience. Et si possible, s'il parle en plus l'anglais couramment et l'espagnol, en Floride, c'est très intéressant parce que ici, les gens parlent tous anglais et espagnol. Et donc, je pense que ce sont des critères essentiels pour choisir son agent immobilier. Gracias. Karen et Martine, alors pour ouvrir un compte à la NatBank, vous nous avez fait une jolie présentation, ça nous a donné envie. Alors, on a envie de déposer un dossier chez vous. Quelle est la procédure à suivre? Quels sont les documents requis? Alors, très simple, 2 pièces d'identité gouvernementales, dont une avec photo et une résidence. Donc, passeport, carte d'identité, et on demande aussi un dépôt de 100 $ pour l'ouverture du compte. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas avoir un compte avec nous. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des pièces d'identité des États-Unis. D'origine va faire l'affaire. Tout à fait. C'est aussi simple que ça. Oui. Merci beaucoup, surtout si on est accueilli avec ces beaux sourires. Merci. Paul Monson de Journey. Alors, quelles sont là où les différences entre un business plan pour l'immigration et un autre business plan, par exemple, pour une banque ou un investisseur? Très bonne question. C'est la question que je dois répondre peut-être 30 fois par jour. En une minute. Donc, encore une fois. Le plus important, c'est de comprendre quel est l'objectif de ce business plan et qui va lire ce business plan. Un officier d'immigration, une banque ou un investisseur, ils vont regarder cette présentation d'une manière complètement différente. Un investisseur, évidemment, il va sûrement regarder quel est le retour sur investissement. Donc, il va se focaliser sur les projections financières et sur la stratégie à mettre en place. Un officier d'immigration, sûrement, il va regarder quelle va être la création d'emplois. Comment, encore une fois, il y a certains points qui vont être communs entre chaque business plan. Et pour les banques, évidemment, c'est comment cet applicant qui applique pour un prêt bancaire va payer ce prêt tous les mois ou tous les ans. Donc, encore une fois, le point numéro 1, c'est comprendre à qui va s'adresser ce business plan et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que justement ces personnes qui vont lire ce business plan soient rassurées par rapport à l'objectif de ce business plan. Donner un visa, donner un investissement ou donner un prêt bancaire. Et j'imagine qu'en venant vous voir, vous saurez mettre en exergue ces différents enjeux. Merci beaucoup, Paul. Maître Séverine Janice Pittman, alors, quels sont les écueils à éviter lors de la signature d'un bail commercial? Ça m'intéresse, personnellement. Alors, on ne vous entend toujours pas, maître. On aimerait bien vous entendre, finalement. On ne vous entend toujours pas. Oui. C'est pas normal. Non, alors, simplement, pour bien comprendre ce que je vais dire, c'est qu'il faut garder à l'esprit qu'aux États-Unis, les baux commerciaux et les baux en général, dans les baux commerciaux, le propriétaire est roi. Donc ça, c'est important. Donc les baux sont toujours rédigés pro-propriétaire. Donc il faut faire attention à plusieurs points, mais il y en a 3 où il faut faire attention encore plus. C'est-à-dire, quel est le montant du loyer? Ça semble pas compliqué, mais en fait, oui, parce que vous avez un loyer de base, on comprend tout de suite ce que c'est, mais souvent, il y a des loyers additionnels, c'est-à-dire qui va inclure un certain nombre de charges. Ça peut être des charges de maintenance, ça peut être une partie des impôts fonciers, ça peut être une partie de l'assurance. Et simplement, pour vous donner un exemple, si c'est des charges, il faut bien veiller à peut-être mettre un seuil maximum à ne pas dépasser pour pas que ce loyer additionnel soit plus important finalement que votre loyer de base. Donc, bien faire ces calculs. Pardon. Ensuite, deuxième point auquel il faut faire attention, c'est la durée du bail. Effectivement, plus il est long, plus vous avez un meilleur prix, plus il est court, c'est peut-être moins intéressant. Mais c'est difficile de casser un bail aux États-Unis. Donc, peut-être qu'il vaut mieux avoir une durée un petit peu plus courte avec des options de renouvellement. Donc, bien faire attention combien de temps j'ai et est-ce que je peux renouveler ou pas. Peut-être que vous ne pouvez pas renouveler non plus. Donc, ça, c'est des points auxquels il faut faire attention. Et enfin, parce que c'est difficile de casser un bail, quelles sont les conditions de rupture?
est-ce qu'on peut partir avant si ça ne se passe pas bien? Il y a parfois des clauses de rupture anticipée. Exemple, si mon chiffre d'affaires est en dessous de ça en temps X, peut-être que je peux essayer de négocier que je puisse sortir sans trop de pénalités. Et parce que sinon, si vous n'avez rien, quand il n'y a pas ce genre de clause, vous avez la rupture classique, mais vous pouvez être aussi, partir il faut bien prendre en compte que vous avez une caution personnelle. Donc, cette caution personnelle, est-ce qu'on peut la limiter dans le temps ou pas? Parce que, et dans les montants. Donc, ça, c'est des points importants, parce que le jour où ça ne se passe pas bien, il vaut mieux avoir bien négocié ces clauses-là et s'assurer aussi que son bail soit transmissible. Et est-ce qu'on peut se louer ou pas? Tous ces points-là, c'est très important, même s'il est beau, on a l'impression que c'est toujours pareil, mais une phrase peut tout changer. Donc, il faut merci beaucoup. C'est très intéressant de savoir tout cela. Alors, Serge Massat, vous êtes notre expert comptable. Alors, tout le monde parle du Delaware comme the place to be. Perso, j'y suis jamais allé. Mais en matière de création d'entreprise aux USA, alors, selon vous, qu'est-ce que c'est, un mythe ou une réalité? Dites-nous. Je dirais plutôt que c'est un mythe, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, toutes les sociétés sont soumises au niveau fédéral. Je parle de sociétés soumises à l'IS. Toutes les sociétés sont soumises au niveau fédéral au même taux d'imposition de 21%, qu'elles soient dans le Delaware, en Californie, en Floride ou ailleurs. 21%, personne n'y coupe. Par contre, le Delaware a une particularité, c'est que, et j'ai expliqué tout à l'heure aussi, qu'il y avait plusieurs niveaux d'imposition que les États, à leur niveau, imposaient aussi les sociétés. Dans le Delaware, il n'y a pas d'imposition des revenus de source passive. Par exemple, vous percevez des redevances, des royalties, mais ces revenus ne sont pas soumis, il n'y a pas de déclaration d'impôt dans le Delaware et d'impôt à payer sur ces revenus de source passive. Et les revenus commerciaux, si l'entreprise n'a pas d'activité commerciale dans le Delaware, ne sont pas non plus soumis à impôt par l'État du Delaware. Par contre, je vais déborder un tout petit peu de la question fiscale. Je pense que l'intérêt, il est plutôt sur le plan juridique, parce que dans le Delaware, il y a une certaine opacité au niveau de l'actionnariat et des organes de direction, et également la protection des actionnaires est certainement la plus forte de tous les États des États-Unis au niveau juridique. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Écoutez, c'était très instructif. Je rappelle à toutes les personnes qui nous suivent qu'elles peuvent tout de suite vous demander des entretiens privés pour plus d'informations et voire même vous rencontrer en vidéo et peut-être closer des collaborations. Je vous souhaite à tous une excellente journée avec nous encore sur cette manifestation digitale à l'initiative de la Chambre franco-américaine. Merci à vous tous. Je vous rappelle qu'on se retrouve pour ceux qui sont intéressés juste dans quelques minutes à 10h précisément sur une table dont le sujet est investir à Miami essentiellement dans le patrimoine. Merci à vous tous, bonne journée et excellent contact. Au revoir. Au revoir. Merci.